Et ok, je vois, tu avais bidouillé pendant pas mal d'années sur le marketing, tu avais commencé à t'intéresser à ça, tu avais lu pas mal de conseils. Donc, tu vois, ces mecs qui font un Kickstarter, pas un Kickstarter, du coup, c'était peut-être une autre plateforme Pour le cours. Oh, pardon, pour pour la. Déméter. Ah, ouais, c'était un Ulule, ouais. Exactement, Ouais, c'était c'était un un Ulule, Ulule. donc ils font cette campagne de financement, ils lèvent pas encore trop d'argent. Toi, tu te dis, ok, je vais les aider parce que je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Ils ont pas l'air forcément Ouais, d'être passionnés par tout le côté marketing, peut-être plus par tout le côté c'est chaussures. ça, hein. Donc, je vais leur envoyer Et un en peu d'aide. fait, le truc avant ça, parce qu'on passe quand même de 2006 à 2014, avant ça, j'avais vraiment, j'avais poncé pas mal de MOOC différents. Euh, et je m'étais fait des amis parmi les entrepreneurs du web américain. J'étais très, très pote et toujours de Daniel Di Piazza de Rich 20 Something. Et lui, je l'avais aidé justement à faire le marketing de son premier cours. J'étais un de ses premiers lecteurs. J'ai commencé un peu au même moment que Video Fruit, Brian Harris. Que aussi on bossait un peu ensemble parce qu'on était dans les premiers de la promo de Noah Kagan, du cours d'Absumo de l'époque, Ouais. Qui était qui était Make $1,000, un truc comme exactement, ça. ouais, c'est C'est ça? ça. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, Donc, c'était un cours qui t'apprenait à faire tes 1000 premiers euros. Ils avaient un marketing d'ailleurs assez cool là-dessus. Enfin, tes 1000 premiers dollars, où ils avaient monté un business en un week-end, un business de beef Baby jerky, si je me Jerky, souviens ouais, bien. juste, Donc, ouais, exactement, ouais. C'était c'était. vraiment bien fait. Et du coup, ils avaient cette étude de cas qu'ils avaient faite. Ouais, donc, en week-end, il allait spammer tous ses contacts sur Facebook pour essayer de vendre 1000 balles de bœuf à tout le monde. Et après, il avait une combine où il avait filé le business à un de ses abonnés, je crois, Ouais, pour c'est le ça, continuer. il a fait gagner son business, ouais. Tu pouvais gagner Ouais, son business sous mode jerky. ouais. C'était pas mal, c'était une très belle étude de cas. Et ouais, lui, j'étais tombé dessus par un article qu'il avait fait chez Tim Ferriss. Ça, qui a fait exploser pas mal de gens, hein, Tim Ferriss, de toute manière. Ouais. Et ouais, donc j'étais déjà. Et à aucun moment, en fait, j'ai lancé un truc par moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'était. Pourquoi? Je sais pas, j'étais en études, mes parents m'ont toujours poussé vers des études. Ils voulaient que, en fait, avec toutes les langues que je parle, ils me disaient, mais fais l'ENA, deviens ambassadeur, fais de la diplomatie. Donc j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un master en droit administratif. Et j'étais très loin du marketing. Et j'avais pas beaucoup de temps à côté de mes études. Et tout le temps que je prenais, c'était pour me former. Mais j'avais pas le temps de lancer vraiment un truc à côté. Et quand je voulais faire des choses, genre vraiment pratiques, j'aidais plus mes potes à lancer leurs trucs qu'autre chose. Ok. Mais tu avais quand même une visibilité sur un certain nombre de projets, donc tu avais probablement une certaine confiance dans la valeur que tu pouvais apporter. Ah, exactement, ouais, ouais. Exactement, j'aidais à structurer des lancements de produits, je faisais plein de trucs. Genre, j'étais vraiment dans la stratégie et j'ai fait gagner pas mal de thunes à des entrepreneurs du web, mais Mm. américains. Et je me suis dit, j'avais pas envie d'être une énième personne aussi qui gagne de l'argent en ligne en apprenant aux gens à gagner de l'argent en ligne. J'avais envie de vraiment vendre quelque chose de Mm. difficile. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que de vendre des produits qui ne sont pas les produits de nécessité, donc le luxe au final, genre des vêtements de luxe, des chaussures de luxe, des choses auxquelles on a énormément d'objections Mm. à l'achat. Et des choses aussi où enfin l'idée reçue sur le luxe, c'est qu'il faut avoir une immense image de marque, c'est que c'est le seul moyen enfin de vendre quelque chose. Donc opposé au direct response. Normalement, le direct response ne devrait pas marcher sur le luxe, le direct response marketing et le copywriting. Et je me suis dit, j'ai envie de tester sur une marque inconnue qui fait des chaussures à 350-600 euros. Donc, Et si j'arrive à vendre ça en France, j'arrive à tout comment est-ce que vendre. tu arrives à vendre ces chaussures? Comment est-ce que tu appliques ces concepts de direct response qui généralement fonctionnent sur un framework de besoin qui a été clairement défini, de douleur, de tiens, je veux perdre du poids, etc. Comment est-ce que tu transmets ces trucs-là dans l'univers du luxe où justement tu as dit que la plupart des pubs qu'on a l'habitude de voir dans le domaine du luxe sont très basées sur le branding et l'image de marque. Et du coup, au moins cet aspect de vente directe, si on pense de manière cliché. Donc toi, comment est-ce que tu appliques ces méthodes-là dans ce premier projet? Hum, Dans le premier projet, donc Jack et Demeter, j'ai appliqué tous ces concepts-là en fait, pour refaire l'historique.
quand je les ai contactés, ils avaient une base mail de 900 personnes. 450 qui étaient des personnes inscrites à la newsletter et quelques anciens clients, et 450 qui étaient chopés à gauche à droite mais qui s'étaient jamais inscrits à rien. Donc j'avais 900 mails et je me suis dit, j'avais vraiment l'idée de me dire, ok, l'email marketing c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où on a le plus de visibilité, c'est là où on a le plus de temps pour convaincre les personnes, donc je vais vraiment partir sur du full email. J'ai écrit une série de lancements en 7 mails. Je vais faire les 7 mails. Tout le début, c'était sur le fait que je m'énerve, ou que le fondateur s'énerve sur les marques qui se vendent d'avoir de la croûte de cuir, donc qui est la pire sorte de cuir possible, mais les gens ne le savent pas. Donc c'était tout un mail d'éducation sur qu'est-ce que c'est la croûte de cuir, et pourquoi est-ce que c'est vraiment la pire sorte de cuir qu'on puisse avoir, et aussi pour l'environnement, et aussi pour la qualité de vos chaussures. Ensuite, il y a tout un mail où j'explique comment prendre soin de ses chaussures. Ensuite, j'ai un mail où j'explique la différence, enfin, quel animal donne quel cuir et pourquoi est-ce que nous, on a choisi le cuir de veau. En fait, à chaque fois, je leur dis, ça c'est nul, ça c'est beaucoup mieux. Et à la fin de ces mails, je suis sorti, regardez, on a sorti des chaussures qui respectent exactement tous les trucs qu'on vous raconte. Et normalement, d'autres marques, vous le vendrez à autant parce qu'elles ont des boutiques, un réseau de distribution, elles ont une image de marque assurée, des vendeurs. Nous, on le vend à autant, ce qui est déjà en dessous du prix du marché. Et là, en période de pré-lancement, on les vend à autant, ce qui devient complètement ridicule. Ça a ultra bien marché. C'est un peu tout ce que Atelier Particulier, Asphalt et autres font après. Asphalt, peut-être que certains connaissent parce qu'ils ont un marketing un peu comme ça. Mais vraiment, genre, sans avoir peur, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire sans avoir peur ? Sans avoir peur de tout ce qu'on... Enfin, ouais, c'est pas très clair comme ça. Mais quand on est dans la mode, tout le monde a peur de faire grossier, d'être un vendeur de tapis, de faire peur, de parler prix, tout ça. Or que c'est des choses qui intéressent les personnes. Tu peux aller dans n'importe quelle boutique parisienne où tu as de la mode haut de gamme, voire du luxe. Les personnes se comportent comme n'importe quel autre magasin. Ils regardent les prix, ils touchent, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires. Et en fait, tout le côté branding, dans ma manière d'approcher les choses, je la remplace par des histoires. Je pars du principe que les histoires sont le meilleur médium pour être mémorable, pour créer du désir, et pour créer vraiment de l'excitation. Donc à chaque fois que même si c'est un prix, même si c'est un petit détail, j'essaie toujours de l'englober dans une histoire. Donc par exemple, qu'est-ce que tu racontes comme histoire sur les chaussures ? Ça serait quoi Parce qu'un Kickstarter notamment, ou on va plutôt dire une campagne de financement participatif, est toujours centré sur souvent une histoire d'origine ou comment l'idée est née, d'où vient l'ambition initiale, parce que forcément, il y a cet aspect, d'une part, d'acheter le produit en pré-vente pour moins cher, mais il y a aussi l'aspect de soutenir un projet. Et pour soutenir le projet, il faut croire au projet, il faut comprendre ce que c'est le projet et ce qu'il représente. Je suis curieux de voir comment est-ce que toi, tu as abordé ce sujet avec eux, d'où est venue cette histoire et comment est-ce que tu l'as présentée ? Dans toute la campagne, en fait, à aucun moment on les a mis en avant. À aucun moment on a mis Maxime, le fondateur, en avant. On est vraiment parti du problème qui est vos chaussures en cuir ne tiennent pas, quand vous les achetez, elles sont belles et resplendissantes parce qu'elles sont traitées quand vous les voyez sur les étagères, et en quelques mois après, à chaque fois, il va falloir les changer parce qu'elles sont devenues dégueulasses. Et le problème, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des chaussures qui sont toujours belles sans avoir à en changer tout le temps et sans avoir à s'en occuper tout le temps, et comment s'en occuper correctement. Donc c'était ça, c'était vraiment un problème complètement rationnel, très peu luxe. Et peu à peu, j'ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait faire. Et après, je suis arrivé, le seul moment où j'ai parlé vraiment du fondateur, c'était, on a essayé de résoudre tous ces problèmes, mais à aucun moment on est allé dans, j'étais employé de banque avant, j'étais pas content dans mon métier, j'ai toujours adoré la chaussure, c'est une passion qui est transmise dans notre famille de père en fils. Non, rien de tout ça. À aucun moment on s'est justifié de quoi que ce soit. C'est intéressant que j'avais jamais remarqué. Mais à aucun moment on a fait toutes ces choses qu'on se sent obligé de faire normalement. On s'est vraiment dit, ils s'en foutent de nous, ils ont un problème, ils ont une envie, ils ont un désir, on va leur montrer qu'on peut le régler. Et ça va suffire en termes de street cred.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.